Notre invitée cette semaine, Pauline Marois. Pauline Marois, bonjour. Bonjour, Bienvenue à Mémoire. ça me fait plaisir d'être avec vous, Pascal. On est en 1981 et vous vous présentez pour la première fois à l'élection. Qu'est-ce qui vous a décidé? Deux choses. Un, Madame Payette quittant, elle souhaitait qu'il y ait des femmes qui continuent de se présenter. Elle avait même travaillé avec le comité d'action politique des femmes du Parti québécois. Bon, on avait regardé quelles personnes pouvaient se présenter comme candidate. Alors ça a joué un rôle. Quand un de mes amis m'a appelé puis m'a dit « Tu cherches des femmes? » Il dit « J'en ai une devant moi. Pourquoi tu ne te présenterais pas? » J'ai dit « Écoute, je suis enceinte de 7 mois et demi de grossesse. 7 mois, c'est pas le temps. Je n'irai pas me présenter en élection. » Il dit « Écoute, tu sais, tu es une femme forte, tu as eu déjà une fille, tu es capable, il n'y a pas de problème. » Mais il dit « Je vais trouver un argument pour te convaincre. » Monsieur Lévesque m'a appelé. Et il m'a dit, il m'avait rencontré dans mes tâches comme chef de cabinet de Mme Payette. J'avais fourni un petit document, puis il avait été très satisfait de ça. Alors, il dit, je pense que vous feriez une bonne candidate. Bon, alors là, oups, rebelote, je discute avec mon conjoint. Et il dit, regarde, tu as la possibilité de te présenter, il y a un comté qui est libre, tu veux être engagé en politique, alors je vais devenir candidate dans le comté de la Pelletrie. Mais surprise, nous serons 3, dont une autre femme qui était chef de cabinet aussi, dans un autre cabinet, et un homme de la Pelletrie, du comté lui-même, qui est un bon militant. Alors, non seulement je suis candidate à la convention, enceinte, j'ai de l'opposition, je vais faire 2 tours, je vais gagner, mais la motivation principale, c'était le fait qu'il y ait le plus de femmes possible en politique, que j'avais une expérience vécue avec Mme Payette et que mon apport pouvait être intéressant. Je croyais qu'on s'en allait dans l'opposition parce que je n'étais pas dans le secret des dieux, des sondages internes, etc. Et mon mari m'avait dit, « Écoute, tu vas apprendre ton métier. Oui. Tu le connais déjà, mais tu vas l'apprendre là, en étant toi-même député à l'Assemblée nationale. » C'était le début d'une belle grande aventure, mais je ne me suis pas retrouvée dans l'opposition. Je ne me suis pas retrouvée députée à l'Assemblée nationale seulement, même si c'est un rôle fort, honorable et important. M. Lévesque m'a convoquée et m'a offert d'être ministre d'État à la Condition féminine, donc de chausser les immenses souliers de Lise Payette. Tout un baptême, hein? Oui, oh là là, tout un baptême. Alors, je ne m'attendais pas à ça, avec un petit bébé de 10 jours, 11 jours, parce que, en fait, l'élection a lieu le 13 avril et Félix va naître le 14 avril. Monsieur Lévesque n'a pas du tout été embarrassé par le fait que vous étiez enceinte. Pas du tout. Ça n'a pas du tout joué? Ou au contraire, vous pensez que c'était peut-être même un argument en faveur des femmes? Pensez-vous qu'après ce qui venait de se passer, il y avait... Non, je n'ai pas eu cette impression-là. Okay. C'était comme naturel et normal. Et puis, on lui avait dit, bon, c'est une femme forte, elle est capable de faire des choses, c'est ce qui était vrai. Elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves, donc voilà. Non, je n'ai pas senti que ça l'avait embarrassée. Et quand il a voulu me rencontrer pour m'annoncer la fonction que le rôle que j'allais jouer dans son gouvernement, il m'a demandé quand ce serait possible parce que j'allaitais le bébé. Il a tenu compte de ça. Je ne sais pas si c'est son cabinet, mais je pense qu'on l'avait sensibilisé au fait que c'était mon cas. Alors voilà, je vais devenir députée, qui était déjà quelque chose d'inimaginable pour moi il y a 20 ans avant, et membre du gouvernement de M. Lévesque. C'est un immense honneur, c'est en même temps une inquiétude d'une profondeur abyssale. Pourquoi? Bien, je vais siéger avec Jacques Parizeau, Pierre Marois, Claude Morin,
Écoutez, Camille L'étudiante Lorrain, rejoint les professeurs. Denis Lazure, Ouais. je Camille suis Lorrain, oui. Camille Lorrain, je Mhm. tous C'était les jours, je me pince, hein, je me dis, c'était des comme intellectuels qui des avaient une intellectuels, place. Jacques-Yvan Morin. Mhm. Quand j'y pense, je me dis: «J'ai côtoyé des géants de la politique». J'ai appris quand Ben même un voilà, peu, hein. voilà. Donc c'était, le début d'une aventure qui allait durer 30 ans, Mhm. avec donc une immense inquiétude, être à la hauteur, avoir peur de ne pas, être capable de livrer la marchandise. Madame Payette était un personnage public connu de Oui, grande oui. envergure, qui avait fait des réalisations formidables, Mhm. avait vécu, des situations difficiles. Alors, je commençais mon mandat avec, une grande fébrilité, une grande inquiétude. Monsieur le Président, chers collègues, c'est finalement avec beaucoup d'émotion que je m'adresse pour la première fois à cette Assemblée. Je parle ici, bien sûr, au nom des citoyens et des citoyennes d'un comté qui, lui aussi, est représenté pour la première fois à l'Assemblée nationale, le comté de la Pelletrie. C'est déjà, bien sûr, une lourde responsabilité et je souhaite assumer dignement cette responsabilité au cours du prochain mandat. Et ne croyez pas, Monsieur le Président, que je considère cette tâche comme un fardeau. Il n'y a pas de plus belle difficulté que de défendre les intérêts des gens qu'on aime. Ce qui fait que j'ai travaillé doublement tout le temps pour être à la hauteur. Je lisais tous mes dossiers avant d'aller au Conseil des ministres. Je me préparais comme si c'était moi qui portais le dossier pour intervenir lorsque c'était pertinent. J'osais pas le faire trop souvent parce que je me disais, il ne faut pas que je dise de bêtises. Mais j'apprenais, par Mhm. exemple, et Mhm. beaucoup. Et je me suis retrouvée à un moment donné dans les médias en première page. J'étais moi-même estomaquée parce qu'une de mes batailles pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'était entre autres qu'on puisse permettre de l'éducation sexuelle à l'école et que l'avortement ne soit pas tabou. Même si c'était maintenant accepté, il y avait eu des batailles incroyables dont Denis Lazure avait été un des responsables, Lise Payette, etc. Et je fais le titre du journal, je m'en souviens parce que quand c'est le premier titre, on s'en souvient, où je traitais les gens qui étaient contre l'avortement en quelque sorte d'hypocrites. Euh, D'hypocrites à l'égard du fait que je voulais faire de l'enseignement de la sexualité à l'école et qu'ils s'y opposaient. Alors, je disais, vous ne Ben pouvez oui, pas être contre l'avortement et en même temps être contre l'enseignement oui. ou la formation à la sexualité à l'école, Mhm. l'éducation, Mhm. de telle sorte que les jeunes soient prévenus Mhm. de ce que ça veut dire que la Ouais. sexualité, des risques que l'on peut encourir, etc. Pas seulement d'avoir, de devenir enceinte, mais avec les MTS, etc. Alors, je me regardais le samedi matin, j'ai avalé un peu de travers parce que je Ça, n'étais pas habituée à ça. oui. Mais ça avait été positif parce que finalement, j'avais eu un accueil assez favorable par la suite pour les groupes qui voulaient Oui, m'appuyer. le milieu féministe à l'époque était Exactement, effervescent et donc vous étiez absolument. dans des années vraiment Ah, c'est importantes. ça. Oui. Et ma bataille, c'était beaucoup aussi, j'avais pas la responsabilité à l'époque, mais je l'ai eu en cours de route, c'était, je vous le donne en mille, le développement des services de garde. Mhm. Parce que comme jeune femme avec 2 Eh enfants, oui. j'étais persuadée, et je le suis encore, je n'ai pas changé d'avis, l'égalité, ça commence devant les enfants et Mhm. devant la famille. Et si ce sont seules les femmes qui se sentent responsables des enfants, c'est sûr qu'elles vont hésiter à exercer des professions, à occuper des postes de responsabilité, etc. Alors, c'était pour moi la base de Mhm. l'égalité. Alors Mhm. donc, ce sont des dossiers sur lesquels je vais travailler. Et à un moment donné, Denis Lazure, qui est responsable de l'Office des services de garde, qui va d'ailleurs être celui qui crée l'Office des services de garde, à un moment donné, va me dire, écoute, on ne peut pas être gagnant sur tous les tableaux. Et j'ai beaucoup de dossiers dont j'assume la responsabilité. Et si tu voulais, je vais demander à M. Lévesque de te confier l'Office des services de garde. Et je vais devenir responsable de l'Office des services de garde au moment où je suis ministre d'État à la condition féminine. Mhm. Ministre d'État à la condition féminine, ça voulait dire aussi être capable de coordonner un peu le travail des ministères en ce qui concernait
les responsabilités concernant les femmes. À Industrie-Commerce, on avait des programmes pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes. À la justice, évidemment, pour qu'on traite les femmes de façon plus responsable et puis surtout plus respectueuse. Alors, partout Une vision dans... transversale un peu Absolument. de la Ça, condition féminine. honnêtement, c'est Mme Payette qui Oui. l'avait mis en place grâce à des recommandations du Conseil du statut de la femme. Il y Mhm. avait donc des sortes de secrétariats, en tout cas des Des responsables postes oui, à la condition consacrés à féminine ça. au niveau de chaque sous-ministre. Et- C'est quelque chose, hein? Donc, et ça donnait un impact parce que moi, j'étais à la tête de tout petit secrétariat, le secrétariat à la condition féminine, et eux étaient en contact avec toutes ces répondantes. C'est des répondantes à la condition Mhm, féminine. mhm. Et donc, moi, je travaillais dans cet univers-là à essayer de faire avancer les dossiers. Il y a eu les grandes grèves et les grandes oppositions des syndicats aux propositions pas toujours faciles et probablement critiquables de notre gouvernement au moment où on a vécu une des pires crises économiques qu'a connues Mhm. tous les gouvernements confondus Oui. dans les derniers, je dirais, 50 ans, parce que on avait des taux de chômage chez les jeunes qui montaient à 20-25 %. Les taux d'intérêt, aujourd'hui, on s'en plaint, mais ils Oui. étaient à 18-19 Oui, tout à fait. C'était une catastrophe. Oui. Les entreprises fermaient, etc. Et moi, j'étais au cœur de tout ça. Et puis, les femmes attendaient beaucoup de moi, que je fasse des Oui. pressions. Puis c'est pas Oui, ça, c'est facile. l'autre Ah. chose. Puis C'était merveilleux, mais en même temps, tout ça ben, c'est la demandait... solidarité Oui, ministérielle, tu oui, sais. Alors, oui. je voyais dans quelles difficultés se trouvaient tous mes collègues qui je dirais, mettaient de l'avant toutes sortes de solutions pour Oui. essayer de sortir les citoyens des problèmes de chômage, Mhm. etc. Il y a un sommet économique qui a donné lieu à la naissance du Fonds de solidarité dont mon mari a été le premier responsable. Mhm. Il y a toutes sortes de grandes politiques qui vont s'adopter. Mais M. Lévesque, à ce moment-là, et j'avais un moment assez difficile, après une année comme ministre d'État à la condition féminine, M. Lévesque, devant l'imminence de cette énorme crise économique, va décider de reconstituer son comité des priorités pour y réunir des gens qui avaient un peu plus de poids. Donc, la condition féminine, tassée sur le Ça a côté été un peu. tassé sur le Mhm. côté, il faut le dire, là. Mhm. Ça m'a beaucoup blessée. La moitié de mon cabinet politique a quitté, pensant que je devais démissionner. Imaginez, là, j'ai 31 ans. Je suis membre d'un gouvernement de pros qui peuvent m'en montrer tous les jours. Et je me disais, est-ce que je suis mieux de quitter en claquant la porte? Dans Mm. 3 semaines, on va avoir oublié que j'étais là, ou de rester puis de continuer de me battre. Ouais. J'ai décidé de continuer de me battre. C'était l'histoire de ma vie, d'ailleurs. Mhm. Et je ne regrette pas. Mais ça démontre que la condition féminine est quand même conditionnelle à une bonne situation économique. On vient de vivre la pandémie. Faites un Exactement. parallèle. Ben oui, tout à D'accord? fait. C'est Absolument. Simone de Beauvoir qui disait Oui, d'ailleurs, il suffira d'une méfiez-vous, crise. là, Mhm. méfiez-vous. Quand ça commence à aller mal, c'est souvent les femmes qui écopent. Bon. Ouais. Alors donc, je vais quitter le comité des priorités. Monsieur Lévesque, je vais voir Monsieur Lévesque, hein. Je vais lui dire que ça n'a pas de bon sens. Je vais dire, on s'en va. Vous savez, ce sont les femmes, entre autres, qui sont plus craintives vis-à-vis de l'indépendance. Oui. Pourquoi? Parce que l'indépendance, ça signifie, pour elles, la séparation. La séparation, ça signifie souvent la pauvreté, L'insécurité économique, la double responsabilité, économique. parce qu'elles se retrouvent plus souvent qu'autrement, chef de famille monoparentale. Alors, j'ai dit, si vous envoyez comme message, c'était pas aussi articulé que ça à l'époque, Non, mais mais c'était votre quand même vision assez clair. Bon. La métaphore était très claire. Oui, elle était claire. Je dis, si vous m'éliminez, me renvoyez du comité des priorités, vous envoyez un message terrible aux femmes. Mais il dit, écoutez, j'ai choisi une autre stratégie pour la suite des choses, mais je vais vous donner un nouveau mandat qui va vous aider à faire avancer les dossiers des femmes. Je me suis dit, c'est mon prix de consolation. Je vais vous nommer vice-présidente du Conseil du Trésor. C'était Yves Bérubé qui était à ce moment-là président du Conseil du Trésor. Et Yves Bérubé était un homme très talentueux, un petit génie dans son genre. C'était pas nécessairement un politicien très habile, mais un homme politique très habile. Mhm. Mais il avait le cœur à bonne place, puis il avait des idées claires où il fallait aller. Alors, j'étais sa vice-présidente. Et quand il ne siégeait pas ou qu'il y avait autre chose, il me laissait complètement libre.
Il était très... il me déléguait sa responsabilité, comme c'était prévu d'ailleurs dans le comité. Et c'est vrai que j'ai eu un certain impact dans les moments des négociations collectives où j'ai pu appuyer des demandes que faisaient les femmes des syndicats, d'entre autres dans les services de garde. Oui, je me souviens, c'est l'exemple que je prends tout le temps, mais je trouve qu'il est il illustre bien. On construisait des nouvelles écoles et dans les plans des écoles, oui, l'engagement que j'avais pris avec M. Lévesque quand on était en campagne électorale, c'est qu'on ouvrirait 45 000 nouvelles places en garde en milieu scolaire. Donc, ce qu'on appelle les services de garde aujourd'hui. Oui, pour en faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants la clé dans le cou. Parce que les enfants quittaient l'école, les parents n'étaient pas à la maison, arrivent à la maison seuls, des enfants de niveau primaire. Alors, je suis au Conseil du Trésor, le ministre de l'Éducation de l'époque arrive, ou avec, je ne sais pas qui s'occupait des immeubles à ce moment-là, mais on proposait des plans d'école. Il n'y avait pas d'espace pour les services de garde. Mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ah, ben, c'est pas grave, ils vont être dans la cafétéria, ils vont être dans leur classe. Non, 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 non. Puis, est-ce que j'ai eu raison? Hein? Alors, j'ai dit non. Obligatoirement, dans toutes les nouvelles constructions, on va avoir des locaux pour les services de garde. Comme à l'époque, on commençait, on n'avait pas beaucoup d'enfants dans les services de garde, mais plus ça va aller, plus ça va déborder. Il va falloir agrandir parfois les espaces réservés. Alors, c'est un petit exemple, mais qui a un impact considérable. Il y en a encore aujourd'hui. Bien, je sais, je sais. Et donc, au Conseil du Trésor, c'est vrai que je vais avoir une certaine influence. Et au fil du temps, à un moment donné, je vais réfléchir à la suite des choses. Je suis enceinte une 3e fois. Mon fils va naître le 12 octobre 1983. Je suis ministre à la Condition féminine. Je suis intervenue au Conseil des ministres avec différentes hypothèses et propositions pour aider les jeunes, etc., même si je suis ministre à la Condition féminine. Je pense que M. Lévesque commence à penser que j'ai acquis une certaine expérience et une certaine maturité. Pierre Marois quitte. Ça va pas bien. Hein? On est au début de commencer à imaginer qu'on peut peut-être sortir de la crise. Je viens d'accoucher. M. Lévesque m'appelle. Et il me dit, Madame Marois, je veux que vous preniez main-d'œuvre et sécurité du revenu. Là, les 2 bras me tombent. J'ai dit, est-ce que c'est par intérim, M. Lévesque? Il dit, non, c'est pas par intérim. Il dit, on n'a pas le temps. On a du boulot devant nous. Vous êtes capable de faire ça. Alors, je vais me retrouver d'un petit ministère et secrétariat à la Condition féminine, responsable du 4e ministère en importance. Tous les régimes de rente dépendent du ministère de la Main-d'œuvre et Sécurité du revenu à l'époque. Et donc, je vais prendre à bras-le-corps ce ministère. Je lui ai dit, écoutez, je viens d'accoucher, j'en ai encore pour quelques jours. Je vais rester 3 jours à l'hôpital. Dans ce temps-là, on restait un petit peu plus longtemps, 3 jours. Et 10 jours plus tard, je suis au travail. Je vais rentrer à l'Assemblée nationale quelques jours plus tard. Mais donc, ce qui n'avait pas de bon sens, là, je pourrais revenir là-dessus. Oui. Je pense que ce n'était pas un bon exemple à donner aux femmes, mais je l'ai fait parce que la politique a horreur du vide. Hein? Le vacuum, ça n'existe pas. Mais vous en aviez envie aussi. Oui. Alors, je vais me retrouver avec le gros ministère. Et là, M. Lévesque je pense, va considérer davantage ma contribution. Puis effectivement, je vais travailler à un projet qui a changé les choses à la sécurité sociale, à la sécurité du revenu. Ça va mal. Donc, quand ça va mal au plan économique, le nombre de personnes bénéficiaires de l'aide sociale augmente d'une façon considérable. Et dans le cas présent, comme les jeunes étaient à 22-24 % de taux de chômage, il y avait un nombre incommensurablement élevé de jeunes. Et on va imaginer une proposition avec mes collègues où on va proposer d'utiliser l'aide sociale pour ajouter des sommes versées aux jeunes qui y sont pour qu'ils se réintègrent à l'école, dans des travaux communautaires ou dans des stages en milieu de travail. Pour faire ça, pour utiliser l'aide sociale, je dois avoir l'autorisation d'Ottawa. Alors, je vais rencontrer Monique Bégin, puis je vais lui expliquer mon plan. Le régime d'assistance publique du Canada est versé sans condition et transmis aux provinces selon le nombre d'assistés sociaux. C'est pas compliqué. Et nous, on gère. Après ça, les allocations qu'on verse, etc. Mais on ne peut pas faire autre chose que de verser l'allocation en fonction des besoins. Point. Alors moi, je lui ai dit, écoutez, nous, notre allocation pour les jeunes de 18 à 30 ans qui n'ont pas d'enfants
elle est beaucoup plus basse que celle que les personnes qui sont en couple ou qui ont plus de 30 ans. Mhm. Alors, ce que je vous suggère, c'est qu'on va offrir à ces jeunes-là, qui souvent n'ont pas fini leur secondaire 5, n'ont pas d'expérience de travail, qui attendent chez eux, bon, on va leur offrir de participer à des activités de formation, de stage, de travail. Moi, je vais ajouter une somme, mettons 100 $ à leur allocation. S'ils sont en stage, 200. S'ils sont à l'école, on paie toutes leurs dépenses, le transport, les livres, etc. On ajoute une contribution. Mais ma base, ça va être l'aide sociale, parce que sans ça, ça va nous coûter des sommes astronomiques. Mais ça va être formidable. On va retourner des jeunes à l'école, on va les amener à avoir des expériences de travail, puis ils vont aller dans les services communautaires. Bien, croyez-le ou non, Mme Bégin et moi, nous avons signé une entente qui était complètement... Ça n'existait pas ailleurs au Canada. Et ça va marcher. Et donc, je vais mettre ça en place comme ministre de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu. Mais j'avais des critiques de la part de mes collègues oui. parce qu'ils trouvaient que ça n'allait pas assez vite. Mais vous misiez sur un changement de culture, en fait. Absolument. Oui, c'est ça. Puis on savait, tout ce qu'on sait maintenant, puis qu'on savait déjà, quelqu'un qui reste à l'aide sociale plus que 2 ans a des risques d'y rester pendant toute sa vie parce qu'il prend de mauvaises habitudes, etc. Et vous aviez l'expertise en plus, vous, En pour ça. plus, bien oui, j'avais travaillé avec des assistés sociaux ou des bénéficiaires d'aide sociale. On les appelait assistés sociaux à l'époque. Donc, je vais innover de ce côté-là. Je pense que ça va impressionner M. Lévesque. Alors, ça prend du temps, il faut former notre personnel. Ça a fonctionné, ça a révolutionné littéralement l'aide sociale. Alors, j'étais très fière de ça. Puis je pense qu'on a ainsi contribué à sortir de la misère des jeunes qui auraient pu y rester longtemps. On me disait, pourquoi vous ne créez pas d'emploi? Les jeunes n'ont pas d'emploi. C'est vrai qu'on était en crise. Oui, mais j'ai dit, si on les créait, les emplois, les jeunes n'ont pas de diplôme, parce qu'on avait une proportion très importante qui n'avait pas de secondaire 5. Ils ne sont pas embauchés. Et de plus en plus, même dans des emplois très répétitifs ou plutôt de base, souvent, il faut comprendre des instructions, il faut avoir une capacité de lire, d'intégrer des informations, etc. Et mon pari a été quand même gagné. J'étais très, très fière de ça. Est-ce que ça vous a donné la piqûre pour vous représenter à l'élection suivante? Est-ce que ça vous a donné envie d'essayer autre chose? Ah bien, pour moi, là, j'ai tellement vécu cette phase-là, particulièrement la deuxième partie du mandat. On s'en souviendra, il y a quelques ministres qui ont quitté, pour ne pas dire plusieurs ministres qui ont quitté, dont Jacques Parizeau, à l'occasion du Bourrisque, Camille Lorrain, Denis Lazure, et aussi vont quitter Denise Leblanc-Benté, qui était ministre à la Condition féminine. Alors, M. Lévesque va me rappeler, va me dire, voulez-vous reprendre la ministre à la Condition féminine? Après ça, il va y avoir d'autres événements, puis c'est Francine Lalonde qui va être ministre de la Condition féminine. Elle n'est pas élue, elle se présente comme candidate. Elle est défaite. Rebelote, M. Lévesque me rappelle, vous allez être ministre de la Condition féminine, délégué. Ça a été un moment très difficile à vivre. J'ai vécu ça très durement. Le parti était déchiré. Le parti déchiré. Les stratégies n'étaient pas les mêmes d'un côté et de l'autre. Absolument. Puis je pense que M. Lévesque essayait de faire en sorte qu'on garde, qu'on préserve la possibilité de faire l'indépendance, mais que d'ici à ce qu'on y arrive, le Québec puisse continuer à avancer. Et M. Mulroney, à l'époque, qui a été quand même le premier ministre qui a, à mon point de vue, eu la vision la plus décentralisatrice des premiers ministres fédéraux que l'on a connus dans les dernières décennies, proposait effectivement une forme de décentralisation vers les provinces et même une asymétrie où le Québec aurait pu avoir sa part. Et M. Lévesque, qui avait promis de ne pas tenir de référendum pendant le deuxième mandat, ça, c'était une erreur à mon point de vue, mais peut-être qu'on n'aurait pas eu presque 50% des voix, va donc proposer le Bourrisque. Il va y avoir ce déchirement. Je vais faire partie du groupe qui va contester cette orientation en souhaitant qu'on soit plus clair sur l'indépendance, sur la souveraineté, etc. Mais il ne va pas en changer. Des ministres vont démissionner. Louise Arel va quitter le Conseil des ministres, mais elle va rester comme membre de l'Assemblée nationale, membre député du Parti québécois, de l'équipe de M. Lévesque. Et évidemment, M. Lévesque est assez épuisé, a vécu des moments très difficiles. Je crois que la crise économique l'a affecté beaucoup. Et surtout, le fameux rapatriement de la Constitution,
sans l'appui du Québec. Il s'est senti profondément trahi. M. Lévesque croyait beaucoup à la parole de ses collègues des premiers ministres des autres provinces. Et il s'est senti trahi. Il a même monté ses troupes qui sont allées au créneau et ont manifesté, etc. Et ce qui a donné d'ailleurs des crises internes importantes que M. Lévesque avait un peu alimentées. Mais devant cet ensemble d'événements, M. Lévesque décide de quitter. Je crois qu'il est usé. Et ce qu'il vient de vivre l'a beaucoup affecté. Oui. Il aimait profondément ses concitoyens et a trouvé difficile ce qu'ils ont vécu pendant la crise. Mais en fait, tout le monde comptait sur lui aussi, Oui, comme aussi. s'il avait trouvé la solution, la proposition. Absolument. Alors, je me dis, je vais en représenter. Pour moi, c'est clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté. J'allais être candidate à nouveau à l'élection de 1985. M. Lévesque quitte en juin. Je me dis, peut-être que je pourrais y aller. Peut-être que je pourrais être candidate à la chefferie. Pas pour gagner, je ne gagnerai jamais, mais pour faire valoir mon point de vue. Et là, on était dans toute une réflexion sur les politiques de l'emploi et les politiques de plein emploi. Il y avait 2 femmes formidables, 2 économistes, qui vont écrire un document très étoffé vers le plein emploi. Et moi, je vais prendre ce projet, je vais faire mien ce projet, et je vais essayer de vendre ça à mes collègues au Conseil des ministres et ailleurs. Et là, je me dis, M. Lévesque s'en va, moi, je vais présenter ça. Je vais défendre cette orientation-là, que oui, il faut créer la richesse, il faut la partager. Et la façon de la partager, c'est d'aller vers le plein emploi. Je rêve, nous sommes au plein emploi aujourd'hui. Je ne pouvais pas imaginer que ça arriverait 30 ans plus tard. En plus, je me dis, comme femme, je vais envoyer un message aux femmes, comme quoi on peut occuper notre place, on peut exercer du leadership dans notre société. Je vais donc être candidate à la succession de M. Lévesque comme chef du Parti québécois. J'en ris maintenant, mais écoutez, j'ai vécu une expérience inimaginable. C'est-à-dire? J'ai fini par y croire que je pouvais peut-être gagner. Bernard Landry s'est désisté au début de la course parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'appui. Au fur et à mesure qu'on avançait, les sondages me faisaient une place. Ma directrice de cabinet m'avait dit, « Tu sais que tu peux faire 2 ou 3 %. » J'ai dit, « C'est pas grave. Je vais avoir présenté mon message, mes orientations. » Mais plus j'avançais dans la course, plus je me rendais compte que je pouvais faire un peu plus. Mais il y avait une telle tension. Je ne me trouvais pas très bonne dans les discours. J'étais à côté, encore une fois, de gens qui avaient pas mal de talent. Des orateurs, en fait. Ou des orateurs. Jean Garon faisait rire les foules, les soulevait, etc. Pierre-Marc Johnson. Et il y avait aussi Guy Bertrand. Francine Lalonde va se joindre aussi à l'équipe. En fait, on est 6 ou 7 candidats. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a un sondage, entre autres, qui apparaît, qui est fait par le journal Les Affaires. Et là, je suis la 2e après Pierre-Marc Johnson. Jean Garon fulmine, il est en colère parce qu'il ne peut pas accepter que ce soit ça. Alors, évidemment, je commence à croire que ça peut être possible. C'est un peu m'illusionner puis être vraiment en dehors de mes pompes. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Mais vous étiez 2e, c'était quand même permis d'y croire. 2e, je croyais. Mais la tension était telle dans les assemblées. Ah oui? Oui, je trouvais ça difficile. Voilà. Pauline Marois, merci de cet entretien. Ça m'a fait plaisir.